Nous sommes mercredi 13 mars 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Géofava. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette troisième audience, le tribunal de l'actualité a enrôlé 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la situation qui prévaut au sein du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, avec notamment le communiqué des organisations syndicales du dit ministère. En seconde partie d'émission, nous aborderons les questions sportives avec l'annonce de l'organisation du championnat de petite catégorie pour mettre fin à l'affaire des 25%. Et enfin, en dernière partie, nous serons au Sénégal avec l'annulation du recours qui avait été déposé par l'État sénégalais. Voici donc déclinés les grands axes de cette audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est l'échange entre le directeur général de la SONABEL et les organisations de la société civile, notamment aussi la Ligue des consommateurs, donc, et bien d'autres, sur la question de la fourniture d'électricité. Je pense qu'on est tous ici et on se rend compte qu'il y a maintenant beaucoup de coupures d'électricité. Quelquefois la nuit, ça dépend des quartiers. À Bobo du Lasso, eux aussi, ils ont connu leurs heures sans courant avec le corollaire que l'on sait, parce que ça va durer un peu plus longtemps. Mais il y a eu un discours qui tendait à rassurer, parce que la SONABEL disait que le besoin était de 190 MW. On est à 594, donc il y a un surplus de 4 MW, mais il reconnaît que c'est un surplus qui est très précaire, parce que ça ne compte pas pour grand-chose. S'il y a en matière de production un problème que nous avons, ça sera vraiment difficile en tout cas de pouvoir supporter la fourniture de façon excellente, notamment pour les ménages et les entreprises. C'est ça aussi la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je pense que de ce qui est ressorti, le discours est quand même assez franc. L'interconnexion avec le Ghana et le Burkina Faso nous fait gagner pas moins de 200 milliards de francs CFA par an. On sait très bien que c'est des éléments dont on a besoin. Et ils disent aussi qu'il y a un rationnement, que ce soit du côté du Ghana comme du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont des besoins domestiques auxquels ils ont quelquefois des difficultés à faire face. Alors que nous avons un modèle, et ça, on les a même reçus ici. Ils nous l'ont dit, les professionnels de l'électricité au Burkina Faso, de la nationale des électricités, ils le disent très bien, on dépend fortement à plus de la moitié de cette interconnexion, de l'énergie venue d'ailleurs. Alors, problème, nous le disions ici, est-ce que certaines questions géostratégiques ne nous rattraperont pas? Ça, aujourd'hui, c'est une question qu'il faut poser sur la table de façon déjà très intelligente et puis de façon sincère. Parce que les craintes sont légitimes. Les craintes sont vraiment légitimes. Et aujourd'hui, on a entendu même la Ligue des consommateurs répondre au directeur général de la SONABEL qui ne sont pas plus rassurés forcément. Ils ne sont pas rassurés totalement. Parce qu'on ne dit pas clairement au cas où qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais je pense que dans les propos, on n'a pas besoin d'être plus intelligent pour se rendre compte qu'on est sur un fil du rasoir. On a pris une décision. Maintenant, il faut qu'on pense alternative. Pour moi, c'est ça le plus important. Et il y a quelque chose aussi qui fait peur, parce qu'on nous dit produire notre électricité nous coûte très cher. Et donc ça veut dire que l'interconnexion nous coûte 2 fois moins cher que de produire l'électricité. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va en sortir? Comment est-ce qu'on risque de ne pas être piégé par quelque décision que ce soit? Parce qu'aujourd'hui, si ne nous leurrons pas, il y a plein d'antagonismes qu'on est en train d'avoir aussi avec certains pays. Est-ce que ça ne va pas être fâcheux en termes de conséquences par moment? Est-ce qu'en matière de géostratégie et en matière de réalité, il ne faut pas peut-être avoir un autre discours, parce qu'on aura des discussions bilatérales avec certains pays? Je pense que c'est des éléments qu'il faut mettre dans la balance, parce que pour moi, c'est ce que cela intime quand je regarde les discussions qu'il y a eu, si on veut être un peu franc et sincère.
Que se passe-t-il au sein du ministère de l'économie, des finances et de la prospective? Eh bien, la question a tout son sens avec la déclaration du collectif d'organisation syndicale du dit ministère. Ces derniers disent être inquiets pour leurs camarades et exigent du gouvernement la sécurité de 2 des membres accusés de sabotage. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui se passe au sein du ministère de l'économie et des finances? Bon, c'est pas vraiment, mais je pense qu'il y a il y a des éléments qu'ils ont mis sur la table. Ils parlent du méta, Facebook, comme on le connaît de façon plus traditionnelle, sur lesquels ils disent qu'il y a de graves accusations qui sont portées à travers des publications sur les réseaux sociaux. Ils disent que les publications ont été faites sur une page dénommée Anonymous Elite Alpha, qui se présente donc comme un groupe de soutien au régime de la transition. C'est ce qu'ils précisent dans leur texte. Et ils donnent des écrits qui ciblent nommément justement certains travailleurs. Ils disent Bahiri Zakaria, ils l'ont dit de façon très claire, Kietega Yakuba, qui sont d'abord secrétaire général du syndicat national des agents des impôts et des domaines et secrétaire général de la section SNAID du Kadiogo et par ailleurs trésorier du général de la CGTB. Donc, il dit que ce sont des personnes qui sont nommément citées dans des publications sur le méta et qui sont la cible, en tout cas, de toutes les machinations qui sont autour, toute la haine qu'il y a, toute la violence verbale. Et donc, ils se disent qu'il faut que très vite, des réponses soient trouvées pour ne pas qu'il y ait des problèmes outre mesure. Et donc, ils sont mieux placés pour savoir ce qu'ils subissent. Ils sont mieux placés pour égrener les composants de la réalité qu'ils sont en train de mettre en face. Et c'est pour cela, dans le document, en tout cas, on a tout cela dans le détail. Alors, ce collectif d'organisation syndicale pointe du doigt d'autres faits. Il s'agit de l'intervention du chef de l'État au cours de son séjour à Tinkodgo et il disait par rapport à ces actions de sabotage que à travers cette sortie, que pour beaucoup, la crainte serait de voir perdurer un tel mouvement et lui, par conséquent, il a clairement dit que finalement, le syndicat, si on continue à travers cette réclamation par rapport aux 25% des primes, parce que quand on écoute ce que le chef de l'État a dit, tout aurait un lien avec les 25% sur les primes ou si vous préférez, sur les fonds communs. Et il dit clairement que si ça ne s'arrête pas, parlant des actions de sabotage, on passera à une coupure de 100%. Oui, ça c'est comment dire cela, on sent aussi un président qui, à un moment donné aussi, était un peu courroucé par rapport à une attitude. C'est qu'il ne comprend pas que dans la situation dans laquelle nous sommes, sur certaines ponctions qu'on veut faire, il y a des travailleurs qui, quand on regarde les éléments, ne devraient pas se plaindre parce qu'ils sont un peu mieux nantis que les autres. Quand on regarde, c'est un peu aussi la lecture qui est souvent faite de la situation. Parce que la question là on parle du fonds commun, la question du fonds commun, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Et qui au sein même de la fonction publique est mal vécue. On a reçu, si vous vous rappelez, le syndicat des enseignants, non? Syndicat des fonctionnaires de l'éducation. De l'éducation de base, qui a tiré à boulet rouge sur tous les agents qui sont bénéficiaires un peu de ce fonds-là, comme pour dire que c'est un genre d'injustice et qu'il n'y a pas un agent qui peut être déçu d'un autre. Donc pour dire que même au sein de cette fonction publique, il y en a qui trouvent être un peu les parents pauvres et les autres les choyés. Et parmi ces choyés, c'est des gens des finances, c'est un peu la lecture qui est faite. Mais n'oublions pas quelque chose. C'est vrai que le président dit, faisons attention, parce que lui, il a l'impression, mais il faut être très clair, il n'a pas dit qu'il s'agit de tous les agents. Il dit qu'il y a certains agents qui ne sont pas contents de la ponction qui est faite. Et pour cela, il lui revient qu'ils mettent un peu des actions de sabotage. Ils mettent des actions de sabotage. Il a même dit qu'il y a une petite enquête qui est en train d'être menée, mais ne pas s'inquiéter. Dans tous les cas, il y aura des responsabilités qui seront fixées. Et là, il ne va pas lésiner. Et il a dit si ça perdurait, il allait partir jusqu'à 100% et ils verront. Donc je dis là, on sentait un peu le courroux du président sur cette question, mais je dis ça part aussi de petites bagarres qui depuis, et même dans la fonction publique, dans le traitement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas
parlé de la question de la mise à plat, de la question d'équité des salaires. C'est parce qu'à l'interne, il y a comme un sujet qui met un peu mal à l'aise, où on se dit il faut que sur la question du traitement des fonctions de façon générale, il y ait vraiment cette équité-là qui revienne. Mais on oublie aussi quelque chose quand le président dit cela. Peut-être qu'il y a des mécontents, mais au fond, est-ce que tout le monde parle d'une même voix là-dessus? Vous avez écouté la sortie du ministre Bassolman-Bazier sur les critiques concernant la question des fonds. Il a dit, parlant des autres corps qui se plaignent qu'eux aussi ils ont des fonds, il a commencé à énumérer en fait ce qui pour lui pourrait s'apparenter à des fonds. Il a parlé des places même dans les écoles pour certains enseignants et tout. Vous en avez encore souvenance. En ce moment, la dynamique était de quoi? De défendre que la spécificité des corps fasse qu'on puisse lui reconnaître aussi, on va dire, certains avantages. Mais est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Ceux qui ont souvent la tâche de la collecte, il y a des désintéressements qui leur sont faits et des faveurs qui leur sont faits dans l'effort de la collecte. Ça, c'est la spécificité de certains corps. Et ça, il faut accepter de reconnaître cela à ces financiers. Maintenant, il y a cette réalité-là, mais il y a le fonds commun aujourd'hui, il est devenu quoi et il a évolué comment? C'est ça aussi, quelquefois, qui nourrit l'injustice. D'aucuns vous diront que déjà, il y a tout de même une coupure de 25% sur ces fonds communs. Oui, mais même si on parle de 25%, on devrait d'abord même commencer à s'asseoir et se dire le fonds commun lui-même, là, qui pose problème aujourd'hui, comment il a commencé et puis jusqu'où il est. Au départ, il est arrimé à l'effort du recouvrement. Au départ, il est arrivé à l'effort que l'agent fait, c'est-à-dire que ce que l'agent court aller chercher pour envoyer. Après, on a lutté en interne on a élargi à tout ce que... C'est-à-dire que celui-même qui vient faire son rang, qui paye, voilà, sans l'effort même forcément de l'argent, le fonds commun, le ratio, il est comment dire cela, assujetti. Il y a un problème. Je crois que là aussi, il y a un problème. Donc, ça fait que c'est une cagnotte qui allait grossissant et sur lesquelles il y a des largesses par décret qui ont été, par arrêté de ministre, qui ont été donnés, qui font que certains agents, sur ce que sont des distributions, on puisse aller en banque, par exemple, se permettre d'avoir des prêts étalés sur des années, où vous avez des travailleurs d'une catégorie, voilà, pas en tout cas la plus basse, mais vraiment assez basse dans la fonction publique, qui peut se permettre de prendre un crédit que la quotité cessible d'un agent, d'un cadre moyen de l'administration ne lui permet pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous avez un chauffeur, avec tout le respect que j'ai pour la fonction, qui peut partir sur la base de fonds communs parce qu'il est enregistré dans un ministère qui est celui d'une régie qu'on connaît, peut, sur la base de son fonds commun, prendre un salaire qu'un cadre moyen d'un autre ministère ne peut pas prendre. Vous voyez comment est-ce que ça peut être une injustice aussi vécue? Donc je veux dire qu'il y a des petits éléments comme ça qui ont été faits, qui ont été grandis, qui ont été grossis, qui font que, oui c'est vrai, ça met certains à l'aise, mais en même temps, ça devient un problème pour d'autres qui trouvent qu'ils sont les parents pauvres parce que tout le monde travaille pour cette administration. Voilà le fond. Voilà la réalité. Maintenant, laissons les débats. Il a été décidé d'un ponctionnement. Et le président trouve que si, c'est pour ça que je fais tout cet argumentaire, si il y a tout ça, en tout cas les autres regardent, on vient vous prendre 25% encore, vous vous plaignez. Alors que vous connaissez la réalité dans laquelle le pays se trouve. C'est-à-dire que vous êtes plus choyés que les autres, donc acceptez. C'est un peu ça le courroux qui est exprimé ici. Déjà que c'est un sujet à polémique. Voilà le fond de la chose. Maintenant, on a la sortie aussi du syndicat qui répond aussi un peu à cette déclaration du président. Ce syndicat qui vient rejeter en bloc ces actions de sabotage dont on a parlé en termes de recouvrement. Le syndicat qui ne se reconnaît pas et qui pointe plutôt du doigt le gouvernement, notamment pour les problèmes de réseau que l'on connaît au niveau du Trésor et autres. Oui, mais et quand vous regardez, il y a beaucoup d'éléments qui sont posés sur la table. Et sur la question de la mobilisation optimale des recettes fiscales, parce que c'est le problème que pose le président, il dit ils font du sabotage dans
dans les recouvrements. Ils disent, peut-on mobiliser optimalement les recettes fiscales pendant que le MPSR2, depuis son arrivée, a offert d'énormes exonérations fiscales aux entreprises. Ils citent un certain nombre d'éléments. Ils disent que la DGI peut-elle recouvrer de façon conséquente les impôts et taxes au moment où beaucoup d'entreprises posent le problème de la dette intérieure liée au non-paiement de leurs factures. Peut-on réaliser des recouvrements optimum avec un réseau instable et une insuffisance des installations informatiques? Comment optimiser les recouvrements dans un contexte de morosité de l'économie nationale et de baisse de pouvoir d'achat des travailleurs et des populations? Des réponses adéquates, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes à ces questions, éviteraient d'en prendre, de s'en prendre aux braves travailleurs du ministère de l'économie et des finances. Bon, c'est ce qu'ils disent de façon claire. Mais est-ce que ce qu'ils égrènent est faux? Il y a de la vérité dedans. Nous sommes des entreprises privées, on sait un peu comment on peine à s'en sortir. Il y a beaucoup qui ont vu des paiements qu'ils attendaient se transformer plutôt en comment dire cela, en autre chose. Ça veut dire, un, vous ne le recevrez plus, et puis deux, on vous informe que bon, voilà, l'État est venu prendre, donc voilà, c'est fini, oublié. C'est le même État qui vous doit, alors que vous comptez dessus pour pouvoir payer des salaires, pour pouvoir payer des fournisseurs, et encore qu'on connaît le contrat qu'on a souvent avec l'administration publique. Et vous avez le contrat, c'est vrai, il faut l'enregistrer, c'est des choses que vous prenez à charge et puis vous attendez d'être payé. On est dans une réalité de morosité économique qui ne dit pas son nom. On a un privé qui peine effectivement à s'en sortir. Ça, c'est une vérité. Donc quand on est dans ce contexte, c'est difficile la question de l'augmentation de la recette fiscale, parce que l'économie elle-même est très plombée et ne va pas avec. Maintenant, il parle de la question de l'exonération de certaines entreprises. Il donne en tout cas des éléments. Il parle de la loi numéro 10-2023 ALT du 18 juillet 2023 portant institution de mesures d'incitation fiscale et douanière au profit des petites et moyennes entreprises, portant loi de finances rectificative exercice 2023. Il donne en tout cas un certain nombre d'éléments. Mais là aussi où ils sont un peu en porte-à-faux avec leur argumentaire eux-mêmes, c'est qu'ils visent des lois qui ont pour objectif plutôt de donner un peu plus de bol d'oxygène aux entreprises. Donc si vous dites que ces entreprises-là souffrent, tant et si bien qu'elles ne peuvent pas payer des impôts, pourquoi est-ce que vous indexez un bol d'oxygène qui leur est donné? Vous voyez qu'il y a comme un genre de contradiction. C'est donné parce qu'ils sont conscients de la situation difficile dans laquelle se trouvent aussi ces entreprises. C'est un peu le serpent aussi qui se mord la queue dans l'argumentaire qu'ils sont en train de faire. Mais c'est une réalité aussi ce qu'ils ont dépeint comme situation. Et ils ont bien fait de rappeler la question de la réalité de la connexion. Parce que, vous vous souvenez, très souvent, on a eu ici le gros soupçon de ce que à chaque fois quand il y a des blocages, et on se rappelle sous, je pense que c'était sous Roch Kaboré. Oui, en 2018 avec la ministre de l'époque, Roselyne Coulibaly. Lorsqu'il y avait des problèmes sur la question même de comment on appelle ça, des arrêts de travail sous appel des syndicats, on a vu que c'était le moment aussi où il y avait des difficultés de réseau. Ça revenait perpétuellement. Ça dit que si on n'est pas en grève, en tout cas le réseau ne marche pas. Le contribuable se disait, mais attends, qu'est-ce qui est en train de nous arriver là? Les gars, ils sont en train de se foutre de nous ou quoi? C'était le discours du Burkinabé. C'était aussi de façon sincère la perception que le contribuable burkinabé avait lors de cette situation. C'est faux, c'est vrai. Demandez à n'importe quel, comment on dit cela, ceux qui sont les usiteurs des services des impôts et autres. C'est un sentiment qui est partagé de façon transversale et ça l'a été pendant cette période. Donc c'est difficile d'enlever ça aussi de la tête des gens aujourd'hui. Mais en même temps, c'est gros aussi de venir porter ce type d'accusation si vous n'avez pas d'éléments. Si vous n'avez pas d'éléments pour moi qui comment dire cela, qui confirme le sabotage et le caractère exprès dans les moments où on se rend compte qu'il y a non-travail parce qu'il n'y a pas réseau, il n'y a pas ceci. Si vous n'avez pas d'éléments, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais il faut reconnaître que ça tombait un peu pile-poil pendant certains moments où on sentait qu'avec l'État central de façon générale, les négociations coinçaient pendant un certain temps. Donc c'est ça la réalité aussi du moment. Mais il y a un président qui est très clair sur la question du fonds commun.
Et je crois que c'est aussi la perception de cette fermeté-là qui fait aussi cette sortie. Il dit, si vous jouez, je vais à 100%. Et pour qui voit comment les choses sont menées aujourd'hui par le président Ibrahim Traoré et le capitaine Ibrahim Traoré, le président, ils savent que ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que quand il dit qu'il va faire quelque chose, lorsqu'il vous prévient, si vous vous amusez, c'est ce qui va vous arriver. Et je pense qu'ils en ont conscience. Et au-delà des différents motifs qui ont été avancés, est-ce qu'il ne faut tout de même pas condamner les appels au meurtre qui planent sur un certain nombre de travailleurs de ce ministère, malheureusement? Non, mais il faut le condamner de façon directe. Parce que quand on regarde, je vais retrouver les partis qui sont concernés. Ils disent qu'un de ces écrits cible nommément les camarades qui nous ont cités et tout. Et ils disent une seconde publication très grave au regard de la violence de son contenu et de ses contre-vérités affirme que les deux camarades qui avaient été précités, dont j'avais parlé à un moment donné, organisent un sabotage du recouvrement des recettes pour occasionner des problèmes de paiement dont on parlait tout à l'heure. Et les auteurs de publication avancent que ce serait eux qui donc seraient contre la question de ces 20%. Et ils disent encore qu'ils l'appellent 25%. Ils l'appellent par conséquent au meurtre des deux camarades ainsi que de leur famille. Ces menaces seront par la suite généralisées à l'encontre de l'ensemble des travailleurs des impôts, voire du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas tourner. Pour moi, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que on a quelquefois la façon de traiter certains éléments et après on se rend compte que, attention, nous on avait reçu l'ODJ ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui nous faisait cas sur ce plateau de menaces fortes qui pesaient sur certains de leurs camarades, qu'on avait même d'ailleurs. Même nous en son temps, on leur avait demandé est-ce qu'ils sont sérieux, quelles sont ces menaces-là et tout. Ils ont dit non, c'est des menaces claires et qu'ils ont vraiment peur pour leur vie. Ils l'ont dit, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été retrouvés au bord d'une voie. Ceux dont il était question, ces personnes ont été descendues. Donc je vais dire, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est vrai, le président a eu un discours qui est celui de la vérité sincère, en tout cas sur un sujet selon sa perception, mais ce n'est pas un appel qu'il a lancé à quoi que ce soit. Il connaît les moyens qu'il a pour pouvoir régler ce problème. Il n'a pas demandé à ce que quelqu'un aille lancer des fatwas. Donc, s'il y en a qui lancent des fatwas sur des agents de la fonction publique de façon claire, les citant et demandant même qu'on aille les tuer eux et leurs familles, je pense que c'est trop gros. C'est trop gros et ce n'est pas des choses qu'il faut laisser passer. Ça, c'est un. Et puis deux, qu'est-ce qu'on fait aussi pour leur protection? Parce qu'eux aussi, ils en parlent dedans. Parce que ça serait dommage que quelque chose arrive à ces personnes-là. Comment on arrive à se l'expliquer si ce n'est que ce soit dans ce contexte? Donc, je crois que ça, c'est des éléments qui sont importants sur lesquels il faut vraiment être très prudent. Il faut condamner fermement ce qui est en train de se dire. Il faut assurer la protection de ces deux agents. Et pour ces personnes, il faut tout faire pour ne pas qu'il y ait quelque chose de dommageable les concernant. Je pense que ça, pour moi, c'est important aussi. Et nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour cette audience du tribunal de l'actualité. Situation à la Fédération burkinabé de football. Sommes-nous en train d'aller vers une sortie de crise? Le président de la fédération, Lazare Bansé, en est convaincu. Il propose l'organisation de la compétition de petite catégorie pour mettre fin à l'affaire de reversement des 25%. Quel est votre avis sur la question, juge Geoffroy Vaha, encore notre sport? Oui, moi j'ai reçu le président de FAC, David Koudougou. C'était dimanche dernier sur le plateau du JDS, Journal Dimanche Soir. C'était, je crois, la veille ou l'avant-veille de la rencontre au cours de laquelle le président de la Fédération burkinabé de football devait donner sa position sur la question des 25%. Et le FAC, qui est porte-parole des signataires, les clubs signataires pour le boycott des activités de la Fédé, donc du championnat, disait les choses de façon très claire. Ce qu'ils demandent, c'est que l'argent qu'ils ont consenti à donner pour l'organisation
de championnat des petites catégories qui ne se tient pas depuis, qui souhaitent que cela leur soit retourné. Ils ont dit purement et simplement que si ce n'est pas fait, ils vont tirer toutes les conséquences de cela. Donc, on lui a posé la question, est-ce à dire que le championnat ne reprendra pas? Il a dit, en tout cas, tout était dans la main du président de la Fédération burkinabé de football. Étant entendu que pour eux, une fois que l'argent était retourné, il n'y avait plus de problème. Donc, pour eux, il y avait des engagements qui avaient été pris devant un facilitateur dans les discussions qui étaient les leurs et les antagonismes. Et donc, ils devraient s'en tenir aux engagements qui avaient été pris. Et cet engagement, c'était de leur retourner les sommes. Et c'est pour cela, disent-ils, que les sommes ont été retournées à la Fédé, qui donc devrait le leur retourner. Mais n'oublions pas que le ministre des Sports avait dit que c'était au président de la Fédération burkinabé de football de s'assumer parce que l'argent lui a été retourné pour organiser le championnat des petites catégories. Donc il a dit retourner, mais il a donné la destination de la dépense. Donc dans ce cas de figure, on se pose la question de quelle marge de manœuvre le président de la Fédération burkinabé de football pourrait bénéficier dans ce cas de figure lorsque on vous a retenu de l'argent pour quelque chose. Si vous le remettez, c'est un détournement. Voilà un peu la réalité. Et lui, il dit, il va organiser son championnat des petites catégories. Et maintenant, là où on est un peu... Il s'agit tout de même d'une compétition qui ne concerne pas seulement une année, pas seulement une saison. Ah oui, mais le problème, c'est pourquoi est-ce que maintenant que l'argent pose problème, on se sent aujourd'hui les capacités et tout le génie et les moyens de pouvoir organiser cela. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. On a comme l'impression que au moment où les gens sont accoutés sur des positions, où il y a une question qui fâche, où les clubs eux aussi ne s'en sortent pas, comme toutes les entreprises, comme toute notre économie, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin d'argent, que dans cette situation-là, on leur dise, bon écoutez, pour ce qui vous revient, on va forcément maintenant organiser le championnat qu'on n'avait pas pu organiser, qu'on avait du mal à gérer. Et il y a un problème. Donc en même temps, il faut comprendre aussi la posture, pour moi, des clubs qui sont dans une situation difficile et qui posent un problème clair. C'est eux qui ont pris l'engagement et l'acceptation de ce qu'on leur coupe de l'argent pour promouvoir les petites catégories. Mais tirant la leçon de ce que on n'organise pas ce championnat, ils disent retournez-nous notre argent. Est-ce que ça c'est un problème? Maintenant on dit non, on va forcément maintenant organiser les petites catégories. Et moi ce que je trouve un peu surréaliste, c'est là où je suis un peu surpris, c'est toute la conviction du président de la Fédé de dire que ce n'est pas des clubs là qui manquent. Il a donné même un nombre estimatif. Il parle de 700. De 700. C'est pas ce nombre là c'est pas ces clubs là qui manquent pour pouvoir organiser ce. Ah donc tout le nombre là ils sont sortis quand? Maintenant là. Mais si tout cela attendait ce championnat, pourquoi est-ce que depuis vous faites des années et puis vous ne l'organisez pas? Voilà des questions qui sont claires. Et puis ceux-là, ils sortent d'où? Ces clubs dont ils parlent là sortent d'où? C'est des clubs de quartier, c'est quoi? Alors qu'on sait que si on veut faire de la promotion de nos petites catégories, il y a une structuration qui va avec des clubs qui devraient eux-mêmes avoir ces catégories qui sont les conditions aussi qui sont les conditions aussi de leur participation à certains niveaux de compétition, surtout au niveau continental. Avoir des clubs de femmes, des clubs de petites catégories. Donc, si vous êtes dans cette dynamique, vous ne pouvez aucunement le faire hors club. Alors que c'est ceux-là qui sont en train de boycotter votre championnat, votre championnat de senior qu'on a aujourd'hui, les Ligue 1 et Ligue 2. C'est eux qui sont en train de boycotter ça aujourd'hui. Ils posent un problème, vous dites vous allez forcément organiser, mais apparemment ça sera sans eux. Donc c'est quoi vous organisez? Je crois qu'il y a un gros problème. Autant le ministre a dit, le président de la Fédé doit s'assumer, mais je pense aussi que dire que forcément cela doit retourner à l'organisation du championnat de petites catégories qui ne s'est pas tenu depuis, c'est vouloir faire forcément la force aussi à ces clubs-là. Parce qu'ils ont posé pour moi un problème qui est concret, qui découle pour moi d'un constat qui est clair, l'incapacité d'organiser quelque chose. Donc quand on a mobilisé, quand quelqu'un a dit je fais ce sacrifice pour qu'on fasse ça, si vous n'arrivez pas à le faire, retournez-lui cet argent.
Est-ce que l'on ne perd pas de vue aussi quelque chose que le président de la fédération a dit, c'est ces engagements que nous avons pris vis-à-vis de la FIFA, des engagements qui pourraient nous permettre d'obtenir la réalisation d'infrastructures sportives et autres. Est-ce que ce n'est pas la crainte de la perte de ce qui a été promis par la FIFA qui conduit à l'organisation illico presto de ce championnat de petite catégorie? Est-ce que lorsque les saisons passées, ils ne les ont pas organisées, la FIFA, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient de la FIFA? Si cet argument-là tient, quand ils ne les organisaient pas, là, ça s'est passé comment? C'est-à-dire la réponse tient autant que le constat de ce qui s'est passé avant. Si avant, là, ça continuait, vous ne l'organisiez pas, vous faisiez comment pour continuer de rester en odeur de sainteté avec la FIFA? Au fond, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui risque de se passer. Si notre championnat continue de rester bloqué comme ça, on va perdre plus. Et je pense que M. Koudougou, que je recevais, qui fait partie encore du collège dont je parlais tout à l'heure, a été clair là-dessus. Parce que si vous passez une année sans championnat, je pense qu'il y a les conséquences qui vont avec. Peut-être sûrement les champions de l'année passée qu'on va voir aller dans les compétitions au niveau continental, mais ça ne fait même pas sérieux pour une fédération, ça ne fait même pas sérieux pour un football. Nous targuons de vouloir prendre la Coupe d'Afrique des Nations, si on n'est même pas capable d'organiser un championnat national, le commencer et le terminer, il y a un problème. Les petites catégories même, je n'en parle pas, parce que là, ça devient un problème du fait de la conséquence tirée de leur non-organisation. Donc voilà la réalité du football que nous avons aujourd'hui. Je crois que la situation dans laquelle on est, c'est celle où chacun devrait peut-être mettre un peu bas la terre. Une fédé qui doit comprendre aussi ce que sont aujourd'hui les revendications des clubs. C'est vrai qu'il y a une somme qui a été dédiée à quelque chose, mais acceptons que même cette fédé n'a pas pu organiser pendant un certain temps cela. Et donc, tirant conséquence de cet état de fait et au regard des problèmes qui sont les leurs aujourd'hui, c'est difficile. Vous avez dit qu'avec cette subvention, il y a un certain nombre de mois de salaires qui sont pris en compte pour un certain nombre de jeux. Il y a plein de choses qui sont là-dedans. Aujourd'hui, ces clubs-là sont asphyxiés. Ils attendent peut-être aussi un changement un changement dans la structuration même de notre football pour passer de ces associations qu'on a là à des entreprises de façon plus claire, ce qui leur ouvre un champ d'action plus intéressant. Même quand en matière de texte, nous aussi, on n'a pas été capable de travailler à faire ça. Il faut accepter que dans la condition dans laquelle on est aujourd'hui, on soit dans cette réalité de leur venir en aide dans la situation qui est difficile. Je pense que la Fédé, elle est là. C'est une fédération burkinabé de football. Les clubs là, ils sont conscients de la réalité de ce qui est en train de se passer. Donc, ils devraient avoir, pour moi, le cœur plus enclin à donner de la solution plutôt qu'à se dire que non, c'est comme ceci, comme cela. Mais là aussi, pour terminer, il y a un ministre aussi des Sports qui, dans cette directive aussi, moi je ne sais pas. Et justement, je voulais aborder la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a tout de même eu un certain nombre d'évolutions en termes de protocole. On parle d'un nouveau protocole qui a été signé avec le ministère des Sports, et je prends le président de la fédération, Lazare Bansé au mot, qui dit qu'à travers ce nouveau protocole d'accord, il n'y aura plus de 25%, ni question de pourcentage, mais une enveloppe avec un montant précis pour les clubs et pour l'organisation de la compétition des petites catégories. Qu'est-ce qu'on fait de ce nouveau protocole d'accord qui également est en vigueur? Et encore que les clubs disent n'avoir pas eu connaissance de ce protocole-là, de ne l'avoir pas lu. Comment, moi je me pose encore la question de savoir comment est-ce que ça fonctionne entre le ministère, la fédération et ceux qui sont les acteurs de notre football. Ce que vous prenez comme décision pour moi, sans moi, vous le prenez contre moi. Comment est-ce qu'ils font ce genre de protocole-là sans que, et dans un moment de dissension pareil, dans un moment de turpitude pareil, dans un moment d'antagonisme pareil, sans associer les acteurs qui sont courroucés? Est-ce que ce n'est pas ajouter de l'huile au feu dans la situation dans laquelle nous sommes? Le président de la fédération est dos au mur, puisque le ministre lui-même a demandé à Lazare Bansé de s'assumer. L'argent aurait été reversé en connaissance de ce nouveau protocole d'accord. Oui, mais est-ce que là encore, il ne voue pas le président de l'hégémonie? Le fameux protocole dont il parle. N'oublions pas que la question des 25%, ça a été un accord tripartite. C'est-à-dire que c'est les clubs, sur la subvention qui leur revenait, c'est assis avec la Fédé. Et puis,
le ministère pour dire on consent à donner ceci. Donc quand vous restructurez tout ça, vous ne pouvez pas ne pas le faire, vous ne pouvez pas le faire sans leur faire appel, sans discuter avec eux. Je crois que ça même, c'est un minimum en termes de décence. C'est un minimum en termes de décence. Et surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est se tromper que de faire ça. C'est se tromper que... Qu'est-ce qu'on cherche? C'est ajouter du couteau dans la plaie? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qu'on n'a pas réglés. On prend encore des protocoles sans informer certains. Ça va venir créer d'autres problèmes. La preuve, on a entendu le club aussi dire ça, nous n'est pas encore au courant. Mais comment ça va se gérer? Comment ça va se faire? En tout cas, j'ai l'impression que notre football est pourri de l'intérieur. Comment on fait? Vraiment, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Parce que ce qui est en train d'aller tout droit, c'est de voir un championnat qui risque de ne pas... On risque d'avoir une année blanche. En tout cas, parce que je pense que quand les machettes ont été enterrées, pour ne pas parler des haches, avant d'aller à la CAN, il y a même eu un calendrier qui a été trouvé. Et comme c'était tellement serré, on connaît, tout le monde regarde bien la CAN, ils ont trouvé même le moyen de faire jouer des matchs pendant la CAN, parce que le calendrier est serré. Maintenant, si aujourd'hui, déjà, pour que la Fédé puisse sortir, faire son point de presse, regardez le temps de latence qu'il y a eu. Et pendant ce temps, le sabotage du calendrier, il continuait. Donc, il n'y avait pas de match. Comment est-ce qu'on rattrape les choses aujourd'hui? On est donc à la croisée des chemins. Il n'y a pas de match au niveau du championnat national. Également, blocus au niveau avec ce protocole d'accord où les clubs ne sont pas au courant. Finalement, comment est-ce que vous entrevoyez la suite quand on sait que très récemment, le président de la fédération qui estime qu'avec l'organisation en vue des championnats de petite catégorie, ce sera la fin des crises avec l'arrêt de cette question de 25%. Comment est-ce que la suite se dessine à présent? Bon, la suite sera difficile. Moi, j'espère seulement que la raison sera gagner chacun des camps. Les clubs, peut-être travailler à être un peu plus conciliants, parce qu'il y a la douleur de leur réalité, mais il y a aussi à comprendre que, après tout, c'est une subvention, même si cette subvention a une histoire sur laquelle on est revenu ici. Après tout, c'est une subvention. Maintenant, l'État qui collecte et qui vient donner, accepter qu'il soit un peu roi là-dessus. Mais lui aussi doit, parlant ici c'est le ministère, qu'il comprenne aussi les difficultés des clubs aujourd'hui. C'est un contexte qui n'est vraiment pas facile. Si aujourd'hui, ils ont accepté de regarder que la petite catégorie, là, il n'y a pas de championnat, ils ne s'en plaignaient pas, malgré qu'ils consentaient et ils casquaient pour. Et si aujourd'hui ils posent le problème, il faut comprendre. Donc, je vous espérais que des justes milieux, en tout cas, soient trouvés. Maintenant, même quand on prend le cas du président de la Fédé, lorsqu'on vous remet de l'argent pour organiser quelque chose, comment est-ce que vous pouvez faire autrement que de l'organiser? Vous n'avez pas le choix. Vous allez prendre, distribuer, vous allez expliquer ça comment? Vous allez justifier comment? Lorsque la destination de l'argent a déjà été donnée, vous a déjà été donnée. Voilà un gros problème. Donc, pour moi, peut-être il y a à se parler, accepter de se parler, mais le problème c'est qu'on a un football dans lequel il y a trop de clans. Il y a tellement de clans, et puis il y a tellement d'intérêts personnels que, en définitive, ça se mange. L'intérêt collectif n'est pas la somme des intérêts personnels, parce que les intérêts personnels, quelquefois, sont antagonistes. Donc, c'est pour cela qu'il faut s'asseoir, pour pouvoir trouver des justes milieux. Il faut s'asseoir pour crever l'abcès, parce que notre football en a besoin. On a l'impression qu'il est pourri de l'intérieur. Il faut crever cet abcès. Et ça, je me demande si on va continuer comme ça. On aura des élections dans quelques mois. Il y a certains qui ont commencé à déclarer leur candidature et tout. Mais je me demande de quoi ils vont hériter. Si ce n'est d'une structure en lambeaux, il y a quelque chose à sauver. Il faut s'asseoir. Le ministère, pour moi, a un grand rôle à jouer. Et justement, par rapport à ce grand rôle, je profite de la fenêtre pour poser une question que l'on voit souvent, notamment à travers les auditeurs du mot à dire, c'est: que peut le ministère, même en dépit des injonctions peut-être de la FIFA, que peut le ministère face à une telle situation où le torchon brûle entre fédérations, entre clubs qui ne se parlent presque pas, où il n'y a pas de consensus? Qu'est-ce que le ministère peut faire pour résoudre cette affaire? Non, mais le ministère peut faire beaucoup de choses. Le ministère, pour moi, peut faire beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que dans la crise, ils ont trouvé un médiateur qui a échoué? Non, qui a tiré les conséquences de l'échec, mais il y a eu des justes milieux qui ont été trouvés avant d'aller à la CAN.
avec des engagements qui avaient été pris. C'est ce que rappellent encore les clubs. Ils disent on a accepté de laisser partir la CAN parce qu'ils ont pris des engagements, ce qui est l'engagement de nous remettre l'argent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils reviennent, ils disent on va encore organiser le championnat? Donc je veux dire qu'il faut que nous, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'y était pas. Mais s'il y a eu un engagement, une parole donnée par rapport à ça, ce qui a rassuré, qu'est-ce qui a rassuré pour qu'on aille à la CAN et que le championnat reprenne? Qu'est-ce qui a rassuré les clubs? Mais qu'ils reviennent à ça. Je pense que c'est aussi simple en termes de calcul. Maintenant, qu'est-ce que chacun veut pour notre football? Ou bien, je ne sais pas comment dans ce cas de figure-là, nous qui voulons avoir une offre auto-centrée avec une structuration d'un football qui permette l'émanation de joueurs de qualité qui puissent compter, qu'on puisse avoir dans notre équipe des étalons seniors et autres. Si on n'a pas de championnat, ça veut dire qu'on va aller chercher des binationaux, on va aller chercher ceux qui se sont débrouillés, qui sont allés en Europe, ici et là. C'est avec eux qu'on va composer encore notre équipe et puis aller avoir ce qu'on peut avoir. Dans ce cas de figure, pourquoi est-ce qu'on a travaillé fort, cravaché, à dire qu'on veut un sélectionneur national? C'est parce qu'on veut construire les choses à partir d'ici, à partir de ce que nous avons. Mais si on n'est pas capable de pouvoir sauver un championnat national, c'est bien beau de prendre un sélectionneur national. Mais lui, les joueurs qu'il va venir chercher dans notre championnat, là, il va les chercher où? S'il n'y a même pas de championnat. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut? Donc, si on a une vraie politique, si on a une vraie stratégie en la matière, je pense qu'il y a des angles qu'on peut arrondir tant que ceux qui sont là ont vraiment un amour pour le sport là, et ont un amour pour ce que ça peut apporter à ce pays-là en termes de drapeau levé et tout. Si ils sont animés par ça, il n'y a pas d'antagonisme fort qui puisse tenir. On peut toujours arrondir des angles. Mais on espère que ce soit ça qu'ils ont. Et nous passons au dernier sujet enrôlé pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Et l'on se rend au Sénégal. Un coup de revirement une fois de plus. Dans une note adressée au président de la Chambre administrative de la Cour suprême, l'agent judiciaire de l'État indique que l'État sénégalais se désiste du pourvoi formé contre l'ordonnance qui visait la réhabilitation du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Geoffroy Vaha, encore un autre revirement au Sénégal. Oui, bon, au Sénégal, beaucoup de revirements depuis l'annonce de Macky Sall de reporter les élections, de convoquer un dialogue national. On a vu le bras de fer qu'il y a eu entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, entre le Conseil constitutionnel et le président. Et puis après, on a maintenant cette date qui est celle de l'acceptation aussi de la date que le président avait donnée, après aussi plusieurs révisions de ce qu'il s'est postulé lui-même. Et puis, il y a aussi les évolutions dans des cas de certains dossiers. Vous parliez de celui de Sonko. Mais au fond, est-ce que ça change grand-chose lorsque le Conseil constitutionnel sénégalais, la Cour constitutionnelle sénégalaise a dit de façon claire que les élections se feront, ils ont dit quoi, 24 mars, non? 24 mars. 24 mars, avec les 19 candidats comme donné en termes de process. C'est celui-là qui avait été validé. Ils ont dit que ça va aller avec ces personnes. Est-ce que la question de Sonko va être révisitée? Je ne pense pas que ça va se faire à côté. Il y a beaucoup d'autres. Vous prenez le fils de Wade, Karim, qui avait été aussi écarté. Il y a beaucoup d'autres aussi qui pourraient demander de revenir dans la course. Mais la Cour constitutionnelle a dit que ça allait se faire avec les 19. C'était aussi l'autre élément qui faisait qu'on se posait des questions. Ok, c'est vrai, la date du 24 mars trouvée, ça règle le problème d'organisation qui reste toujours organisé alors que le président est toujours en exercice, donc on sauve les meubles. Mais après, si on part avec une liste qui comporte des exclusions,
comment est-ce que le Sénégalais se retrouve et se positionne là-dessus? Est-ce que ça sera accepté? Est-ce que c'est pas un genre de boulevard qu'on a en définitive trouvé pour le candidat de Macky Sall? Est-ce que pour finir, il n'y aura pas aussi un vote sanction avec tout ce qui s'est passé et que le Sénégalais voit un ras-le-bol pour se dire ça sera maintenant tout aussi contre tout sauf le système de Macky Sall, donc y compris celui qui l'a désigné comme comme candidat et tout. Donc voilà la réalité et voilà les questionnements qu'il y a quand on regarde la question sénégalaise aujourd'hui. Que l'État sénégalais en vienne à retirer le pourvoi qui avait été formulé contre Ousmane Sonko, c'est tout de même une surprise, ça a beaucoup de connotations. Oui, mais il faut... Est-ce que la Cour constitutionnelle même ne pourrait pas revoir ce qui avait été arrêté par rapport à la liste définitive, puisque désormais Ousmane Sonko retrouve ses droits civiques et peut être candidat comme tout le monde, pour peu que la Cour suprême ne revienne sur sa décision. Mais si elle décide qu'elle maintient les élections le 24 mars et que cela suffira avec la liste qu'elle-même elle a validée, ça veut dire qu'il n'y a pas de rétroactivité de quoi que ce soit. Si vous devenez éligible, on ne va pas revenir refaire le process juste pour vous. Ça, c'est des éléments de déduction qui sont pour moi assez clairs. Soit qu'il y ait un consensus pour que la date soit reportée, pour qu'on ait des élections ouvertes à tous, ce que je ne crois pas. Mais là, on est dans un système qui est assez difficile. Et quand on regarde, ça ne surprend pas aussi les postures actuelles, puisque même concernant Sonko, il y avait des questions d'amnistie qui, disait-on, étaient dans le couloir. On sentait que ce que Macky Sall était en train de préparer, c'est de se donner un linga. Et puis pour faire accepter son linga, c'est de dire qu'il va ouvrir les élections à tout le monde, y compris au Sonko, peut-être au Karim Wade et tout. Et donc, ça serait peut-être l'élément mis sur la table pour qu'on lui offre son linga. Maintenant, bon, il n'a pas obtenu son linga. Mais comme il y avait la question des amnisties qui était déjà dans les circuits, je pense que là, il tire les leçons des choses. Et puis bon, il laisse aller parce qu'il sait qu'après, le 2 avril, il ne sera plus là. C'est fini. Maintenant, là pour moi c'est là où ça devient aussi intéressant par rapport à ceux aussi qui font souvent le procès de la démocratie, ce qu'on a au Sénégal, c'est une pseudo-démocratie. Mais reconnaissons quelque chose au moins, c'est qu'il y a une cour constitutionnelle qui a dit au président ce que vous dites, on n'est pas d'accord, et le président s'est rébiffé. Ça, c'est un fait. Rappelons ce que c'était qui l'avait dit, l'ancien président américain qui avait dit ce n'est pas les institutions, les hommes forts dont on a besoin, c'est les institutions fortes. Ça a été un fort débat, c'était sous Blaise Compaoré, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est vrai, Macky Sall, vous êtes fort, mais il y a des institutions aussi qui sont fortes et qui sont là, qui vous disent, Monsieur le Président, c'est comme ça que ça va se faire. Et je crois que ça aussi, pour moi, c'est très important. Suivez mon regard, nous aussi, on a été dans certains moments de notre vie récente où, par parallélisme, ces mêmes institutions-là n'ont pas dit la vérité sur ce qui devrait se faire. D'autant plus vrai que des constitutionnalistes ici, qui sont des exemples et qui ont travaillé un peu ailleurs, on dit attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas se faire, c'est contre nature. C'est ça. Quand on parle de démocratie, c'est tout cela. C'est que les institutions, elles, chacune joue son rôle. Et donc, faisons le débat qu'on veut, faisons la fine bouche, faisons, comment dire, la raillerie sur ce qui est en train de se passer au Sénégal, mais ça demeure un exemple qui est en train de nous être donné. Et ça, au moins, ça fait mal, mais c'est la vérité. Et ce qu'on peut espérer, c'est que, bon, ils sortent, grâce à la force de leurs institutions, ils sortent par le haut relativement à ce qui était en train d'être fait. Parce qu'il y a un président qui voulait continuer de se maintenir. Mais il a eu des institutions en face de lui. C'est peut-être la vérité, mais juge Geoffroy, est-ce que ça ne donne pas raison à ces postures que l'on a découvertes ici au Burkina et dans d'autres pays, des pays de l'AES, par rapport à cette question de démocratie? Voici un État, le Sénégal, qui avec cette crise aura fait au bas mot une centaine de morts. Voici un pays comme le Burkina qui a connu 2 coups d'État avec moins que ça. Est-ce qu'il ne faut pas revoir justement, comme beaucoup le disent, la démocratie et l'adapter à chaque État? Vous savez, moi je suis scientifique. Je suis scientifique dans la main. Il y a ce qu'on appelle les ensembles de définitions. On ne fait pas des comparaisons avec des éléments qui n'ont pas le même ensemble de définitions. C'est aussi clair que ça. Nous, il y a un coup d'État,
on a nos réalités. Les autres sont dans leur démocratie, ils tentent ce qu'ils peuvent. Maintenant, tout peut ne pas bien marcher. Ce qui est en train de se passer au Sénégal, je le dis et je le répète encore, c'est un exemple qui nous est donné. Que vous pouvez être fort en tant que président, mais quand il y a des institutions fortes, votre volonté peut ne pas passer. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais ne sont pas retournés? Ils peuvent être mécontents, mais ils sont en train d'observer ce qui est en train de se passer. Ça, pour moi, c'est très important. Vous le dites, on a eu d'autres démocraties aussi où le président, il a fait ce qu'il veut avec ces institutions-là qui ont accepté et puis c'est passé, ils continuent leur mandat. Ils appellent ça aussi des démocraties, mais je dis, le cas sénégalais reste un très bon exemple que nous continuons d'observer. Maintenant, ceux qui font le calcul arithmétique, moi, ça, ce n'est pas mon dada. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci à vous, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture apportées. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, ainsi qu'à l'ensemble des équipes techniques, à la télé comme à la radio. Et n'oubliez pas, ne condamnez jamais l'actualité sans l'avoir jugée. Et justement, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.